Deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette deuxième semaine de l'année 2023 et nous faisons une halte sur l'évolution du Burkina 3 mois après le coup d'État du 30 septembre 2022. Où en est le Burkina 100 jours après le processus de rectification du putsch du 24 janvier 2022? Les juges du tribunal de l'actualité siègent aujourd'hui pour ce nécessaire état des lieux. Bonjour juge Bernard Bougman. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomandi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Banfora et à Dori, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Tri TV et sur Radio Watt FM en simultané. C'est la radio 100% urbaine. Premier acte de l'audience de ce jour, eh bien, ce sont les avant-propos des juges que je convoque à présent. Juge Bernard Bougman, on vous écoute pour votre avant-propos. Merci président. Mon avant concernait la société burkinabé. En 2022, il est fait qu'à 2590 divorces à Ouagadougou. Je dis Ouagadougou, ce n'est pas... Donc, soit 133 divorces par mois. Les causes, injures graves qui occupent le haut du pavé avec 49,7%. L'infidélité vient en seconde position avec 39,3%, l'abandon de foyer 9,1% et autres 3,3%. Donc abandon de foyer et autres. Donc le reste c'est les injures graves et puis les faits d'infidélité. C'est-à-dire que c'est symptomatique de notre société. On a des questions d'éducation parce que les injures, quand on dit injures graves, c'est vraiment grave. Et quand c'est des injures graves qui occupent le haut de pavé, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que nous parlons à nos enfants, comment est-ce que nous éduquons nos enfants. Les parents s'insultent et puis les enfants écoutent. Donc quand il va grandir, les enfants, les sœurs et les frères également s'insultent et puis les parents écoutent, tentent de réprimander, mais c'est trop tard parce que l'enfant a pris les mêmes injures grossières avec les parents. Donc un enfant qui grandit dans un cercle familial où le père insulte grossièrement la mère, ou vice-versa, il y a de fortes chances qu'il décuple ça dans son foyer. Donc, la conséquence, elle est là implacable. L'effet d'infidélité aujourd'hui, bon voilà, avec les nouvelles technologies, avec comme on appelle ça, les téléfilms, ça n'a pas, c'est bizarre, mais ça n'a pas arrangé les choses. Au lieu de contribuer à dénoncer le côté négatif de la chose, ça a beaucoup plus fait la promotion. Les gens sont allés apprendre des méthodes et puis bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a un impact qui est là. Donc, comment est-ce qu'on remédie ça? Et quand on enlève les deux, les autres proportions, c'est très petit. Vous voyez que abandon de foyer, c'est 9. Et puis les autres, cas c'est 3%. Les abandons de foyer, parfois c'est des gens qui vont à l'aventure, c'est d'autres qui ont trouvé comment on appelle ça, un autre compagnon, voilà, un autre partenaire ou un autre partenaire ailleurs, ou bien l'atmosphère familiale est tellement invivable que monsieur ou madame se cherchent. Mais voyez-vous que la proportion là-bas, elle est vraiment minime, elle est vraiment très faible. Donc ça appelle à revoir notre éducation, comment nous parlons et quelle société de demain effectivement nous voulons. Donc c'est des faits de société mais qui parlent. Oui, ce sont des faits qui parlent, des chiffres qui parlent. On a les chiffres sur le nombre de divorces et ce serait intéressant de savoir dans le même temps le nombre de mariages qu'il y a eu sur la période pour se faire une idée plus juste de ce phénomène. Oui, juge Georges Vara, votre avant-propos. Merci, président. Moi, mon avant-propos va concerner ce qui s'est passé à Nagré. On en sait un peu plus puisque hier nous étions sur le terrain et on a même pu proposer un reportage concernant cela. On a eu beaucoup de témoignages, mais c'est vraiment malheureux parce que voir des militaires qui font une descente musclée comme ça dans un quartier de la capitale et se mettre à tabasser tout ce qui bouge sur leur passage, c'est vraiment c'est à ne rien comprendre. Même si l'un d'eux a été poignardé la veille, dit-on, mais c'est dans une boîte de nuit et on parle d'une altercation au sein duquel il y aurait même encore une fille. Bon,
ça ne donne pas une bonne image du militaire. Ça, il faut le dire. C'est pas la première fois que des hommes de tenue agissent comme ça pour des raisons qui ne sont pas forcément si bonnes même à relater. C'est triste, je le dis encore, et puis voir que des populations énervées, parce que quand ils sont arrivés, on nous dit qu'ils ont en face d'une station garé leur moto, et puis maintenant ils ont fait incursion dans le quartier. Mais après les jeunes, ils ont pris les pneus, ils ont mis sur les motos des militaires et ils les ont brûlés. Quand on a des populations qui en arrivent à ça, c'est l'expression d'une vraie colère. C'est l'expression d'une vraie colère. Je me rappelle le président qui disait pendant qu'on est au front, même si le cœur des autres est à la fête pendant qu'on est au front, donc il n'y a pas que le cœur des autres, mais des civils qui est à la fête. On a des militaires aussi dans les boîtes de nuit. C'est ce que ça veut dire. Je n'interdis rien ici, je ne dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais je veux dire que bon, il faut pas faire cette scission-là. La population, tout le monde a son rôle. Le civil a son rôle. Peut-être que celui que vous tabassez demain, lorsque vous aurez une blessure, c'est lui qui sera au bloc opératoire pour vous sauver la vie. Donc, il faudrait qu'on comprenne ça. Quelquefois, les discours du genre, c'est nous qui sommes en train de faire ci pendant que vous êtes en train de faire ça. Non. Chacun dans ce pays-là a son rôle. Chacun a sa fonction. Et donc, autant, il y a eu une altercation avec un des militaires dans un bar. Donc tout le monde était à la fête là-bas. On ne peut pas venir tabasser tout le monde et dire que pendant que nous sommes au fond, vous êtes en train de tuer certains de nôtres. Non. Parce que lorsqu'il y aura problème, l'ambulancier qui viendra vous prendre, on ne sait pas qui c'est, le chauffeur, on ne sait pas qui c'est. Quand vous viendrez, celui qui sera d'urgence, vous ne savez pas qui c'est. C'est ça aussi la vérité. Chacun à son poste apporte ce qu'il peut au Burkina. C'est ensemble qu'on relève ce pays-là. Donc il faut éviter peut-être cette façon de voir les choses. Ces mesures punitives à l'endroit de n'importe qui parce qu'on pense qu'on est blessé. Non, je pense que ce n'est pas la bonne façon. Et puis comme il y a eu cette visite du CMGA, ce qui est déjà intéressant, il a promis que bon, ça ne va pas rester impuni. Bon, ça, c'est des discours qu'on a déjà plusieurs fois entendus, mais on espère que ça ne va pas se répéter. C'est dommage, parce que souvent aussi, c'est des éléments qui ne sont pas contrôlés, et puis qui très vite jettent le discrédit sur tout le monde. On sait que le militaire, le bon militaire, ne se comporte pas comme ça. Donc, il ne faut pas retenir le mauvais exemple, c'est vraiment dommage. Et en arrivant à ce qu'une population se révolte à brûler des engins des forces de l'ordre dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est parce qu'elles sont excédées. Elles ont été excédées. Et je pense que chacun doit tirer les leçons de cela. Chacun doit tirer les leçons de cette situation. Les militaires et les civils doivent se donner la main. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne et nous avons l'obligation de relever le Burkina Faso. Nous saluons le juge Inoussa Ouedraogo qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Président, bonjour juge Farah, bonjour juge Bouman, mesdames et messieurs, bonjour. On vous prend juste donc au vol pour votre avant-propos. Merci Président, je voudrais ce matin faire un clin d'œil à M. Philippe Ouedraogo. C'est un homme politique connu comme l'un des membres fondateurs du PAI, le Parti africain de l'indépendance, et qui a également été ministre sous la Révolution démocratique et populaire. Il est aussi connu comme l'un des pères fondateurs du PDS. Il a écrit un livre qui s'appelle « Tranche de vie, des luttes syndicales à mon engagement politique ». C'est un livre de près de 700 pages et qui est bien à découvrir. Je voudrais donc saluer cet homme-là qui a pu mettre à la disposition des Burkinabés un tel document d'histoire. Nul doute que les historiens vont s'en inspirer, les nouvelles générations également peuvent s'en inspirer donc pour connaître l'histoire de ce pays-là. Et je voudrais aussi encourager toutes ces personnalités politiques-là qui ont occupé à un moment donné de l'histoire politique de notre pays, des postes de responsabilité, qui ont des choses à partager avec la jeune génération. Je les encourage à écrire, à laisser des traces, afin donc que les générations d'aujourd'hui et de demain puissent savoir de quoi était fait l'histoire de notre pays. Cela, c'est important d'avoir de la mémoire et Philippe Ouedraogo nous met à notre disposition donc une mémoire historique et aussi donc un pan de la vie politique du Burkina. Merci au juge pour les avant-propos. Les avant-propos, passage obligé pour entrer de plein pied dans cette audience du tribunal de l'actualité. 1, 2, 3.
2023, 100 jours déjà que le capitaine Ibrahim Traoré préside aux destinées du Burkina Faso. Que peut-on retenir comme temps fort au cours de cette période au plan diplomatique, économique et de la cohésion nationale? Premier tour de table avec la diplomatie. On commence avec vous, Bernard Bougma. Avec la diplomatie, bon là il faut se dire qu'avec la diplomatie il y a un changement de cap véritable qui est amorcé parce qu'il y a des secousses que la diplomatie burkinabé a engendrées. Il y a aussi ce qu'on a donné, ce qui a été donné de voix. Donc quand je parle de secousses, je parle de ce qu'il y a eu comme avec l'ONU, donc à travers la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Quand on parle du système des Nations Unies, ce n'est pas un pan, c'est un gros morceau parce que c'est tout le système d'ailleurs. C'est pourquoi on dit système des Nations Unies, parce que c'est complexe. Ça fait comme 33 agences. Donc chaque agence spécialisée dans son domaine de prédilection est coordonnée par d'ailleurs elle-même. Donc c'est-à-dire que c'est, pour faire simple, c'est la représentante directe de Guterres à Ouagadougou, si je peux m'exprimer ici. Donc ça c'est au plan multilatéral. Donc au plan bilatéral aussi, avec la France, ce n'est pas aussi le parfait amour. Avec les derniers développements que nous avons eus concernant l'ambassade de France qui a d'ailleurs été visée par d'abord la rue, à 2 reprises par la rue, et ensuite le pouvoir actuel d'ailleurs qui estime que l'ambassadeur en poste à Ouagadougou n'est plus un interlocuteur fiable. Donc l'autre aspect c'est le rapprochement de Moscou, avec Moscou, parce qu'on entretenait déjà des relations diplomatiques avec la Russie. Et l'ambassade d'ailleurs est à Abidjan, donc et sa juridiction s'étendant sur le Burkina Faso. Donc, mais là, effectivement, il y a eu ce rapprochement-là avec le séjour du Premier ministre là-bas. C'est d'ailleurs une chaîne russe qui nous a montré les différents aspects de cette visite. Jusqu'à présent, nous attendons que le compte rendu de cette visite. Donc, il y a ce rapprochement avec la Russie et d'autres nouveaux partenaires qui sont lorgnés. Il en a d'ailleurs fait cas, je parle du Premier ministre Maître Kelem, lors de son adresse à la représentation nationale, où il parlait du Brésil, il parlait du Pakistan, il parlait de l'Argentine, de l'Iran et bien d'autres pays que nous n'avons pas encore prospectés. C'est pourquoi lui parle de varier les partenaires. Et donc, il y a aussi, au niveau de la sous-région, on s'est beaucoup plus se rapprocher du Mali. C'est vrai que le Burkina et le Mali, compte tenu des questions terroristes, on se parle beaucoup, que ce soit le Mali, le Niger, ou d'ailleurs avec les États membres du G5 Sahel et les autres États, ils se parlent beaucoup, mais avec le Mali, ça semble être beaucoup plus renforcé. Donc, ou avec l'attaque de Bourzanga, on a appris que c'est un hélico-malien qui était venu au secours de nos forces. Donc, on l'a effectivement entendu. Donc, ici, il y a eu ce réchauffement-là avec certains, beaucoup de rapprochements avec d'autres, mais avec d'autres partenaires. C'est aussi des secousses. Donc, sur le plan diplomatique, ce que je peux noter, c'est cela. Mais ce n'est pas seulement l'action de celui qui est au pouvoir. Il y a aussi la rue qui demande un changement de cap, qui demande un changement de paradigme et qui demande une autre façon de faire avec le pays. C'est-à-dire, on ne ferme pas la porte forcément à un pays, mais nous devrons avoir la liberté du choix, mais aussi de parler directement et de façon franche et honnête avec qui, et lui dire ce qu'on veut et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, Geoffroy Vara, à la lumière de ce que vient de dire Bernard Bougma, percevez-vous une stratégie ou une ligne directrice claire en matière diplomatique, en matière d'options diplomatiques ces 3 derniers mois? Oui, en matière d'options diplomatiques, il y a quelque chose qui s'affirme. On l'entendait déjà sous le MPSA 1, et moi je me rappelle encore de l'interview que donnait l'ancien Premier ministre Albert Ouedraogo, qui disait que le pays va affirmer son indépendance et il travaillera avec ceux avec qui il a intérêt à travailler et qui trouvent l'intérêt du Burkina dans la coopération dans laquelle ils sont. Et ça s'affirme encore aujourd'hui. Et de plus belle, c'est-à-dire on va même au-delà des mots qu'on a, on a cela dans la pratique. On aurait été dans une autre ère, par exemple, ce qui s'est passé avec la représentante de l'ONU finirait peut-être par une rencontre ou bien une lettre qui resterait dans les, comment on appelle cela, qui resterait dans les tiroirs, pas dans les tiroirs forcément, dans les circuits, qui resterait dans les circuits, mais on n'aurait pas eu plus que cela. Mais on venait jusqu'à demander, même pas demander à ce qu'elle parte, à lui dire vous êtes plus la bienvenue ici, on ne veut plus de vous. Il est parti d'Arda. Ça, il faut le faire.
Il faut le faire. Regardez aussi la posture avec l'ambassadeur de France. C'est vrai qu'on n'a pas la motivation, comme ça s'est fait forcément avec la représentante de l'ONU, mais ça aussi, c'est un choix courageux. Donc il y a un Burkina qui n'a pas envie dessus, qui n'a plus envie de se faire marcher dessus, qui a envie de se faire respecter et qui, sur certains points, ne va pas lésiner et ne tourne pas. Je pense que ça, il faut être, comment on appelle ça, il faut être déterminé pour le faire. Et ça, sur le plan de la diplomatie, vous pourriez craindre peut-être des nombre de chocs de décision que vous prenez et tout, mais le Burkina y est allé. Et quand vous regardez aussi, on oublie quelque chose, c'est que lorsqu'on parle des 100 jours de Ibrahim Traoré, c'est un coup d'État dans un coup d'État. On a vu comment ça s'est passé au Mali, ça a durci la position. Normalement, au niveau sous-régional, parlant de l'espace communautaire auquel on appartient, CEDEAO, tout, il y a eu un genre de durcissement de ton. Mais pour nous, après le coup d'État, très vite, il y a eu une dynamique de rassurer. D'abord de dire que les délais vont être respectés, c'est-à-dire les délais pris depuis le MPSR 1, le premier coup d'État, et qu'on est dans la continuité de ces éléments, c'est juste une rectification en interne. Et pour cela aussi, parce il est un médiateur au niveau de la CEDEAO, il y a plusieurs visites qui se font, il faut rassurer qu'on ne va pas revenir tout casser et dire qu'on va reprendre puis se donner un nouveau délai. Et là, la diplomatie burkinabé a pu travailler là-dessus très vite et faire comprendre avec les visites permises aussi aux médiateurs que voilà la situation, voilà comment on voit la chose. Il a même rassuré que non seulement les délais seront respectés, mais si on arrive à avoir des résultats probants sur le plan sécuritaire, on pourrait même raccourcir les choses. Donc c'est des éléments qui ont rassuré, parce que derrière aussi il y avait des actes qui allaient avec. Et puis très vite, il y a certaines institutions qui ont été donc remises en selle et tout, et donc les choses se sont faites. Mais ça, pour le faire, il faut avoir une diplomatie qui soit vraiment très dynamique. Et je crois que ça, c'est important de le dire. Donc il y a de bons points qui ont été engrangés. Maintenant, il y a le Burkina aussi qui est en train de sur certains chemins, en train de s'engager sur certains chemins. Est-ce que, parce qu'une transition n'a pas vocation de durer, est-ce que même après la parenthèse de la transition, on ne doit pas revenir sur certains éléments? Parce qu'aujourd'hui, il y a une posture vis-à-vis de la France, je ne dirais pas qui est si tranchée que ça, mais qui répond un peu plus à ce que demande la rue. Est-ce qu'avec un autre gouvernement qui viendra, je ne sais pas, le prochain président, lui, on va rester dans cela? C'est une question qui reste posée. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une cassure nette dans les relations qu'on a avec les autres. Il y a un Burkina qui refuse un peu la question des précarés, qui dit, moi, je vais aller négocier, je vais aller discuter avec qui peut arranger ma situation. Maintenant, quand ça se fait même, on a l'impression qu'il y a toute la prudence aussi qu'on met dedans, ou bien qu'il y a, je ne sais pas s'il y a encore une gêne, parce que, disons-le tout net, un premier ministre qui part à Moscou en transitant par Bamako, et sans qu'il n'y ait d'informations outre mesure. Bon, quand on dit on est si comment dire cela, auto-centré sur soi-même et qu'on décide de tout par nous et qu'on a de compte à rendre à personne, je pense que ce n'est pas des choses qu'on fait. Et que ce soit un président voisin qui nous dise que notre premier ministre est ailleurs en train de faire ceci, en train de négocier ceci, et que lui-même au détour d'une interview nous donne le contenu de sa visite. Interview, je dis encore, sur un plateau bien morne. Mais moi, je trouve que là, on a manqué, je ne dirais pas manqué de courage, mais dans le discours qu'on tient, il y a eu un hiatus là. Il y a eu un genre de hiatus. Il y a eu un hiatus. Alors, juge Inoussa Ouedraogo, vous voyez vous aussi des bons points dans la diplomatie burkinabé ces 3 derniers mois? En tout cas, il y a une volonté de s'affirmer, de montrer qu'on a pris une ligne et qu'on tient coûte que coûte à ce que cette ligne-là soit respectée par les partenaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne dedans, qu'est-ce qu'on y perd, c'est là tous les enjeux, parce que la diplomatie, c'est par excellence les jeux d'intérêt. Et donc, chaque fois qu'on pose un acte, il faut s'assurer que cet acte-là contribue à renforcer soit ses positions ou en tout cas, ça va dans l'intérêt de son peuple. Nous avons pris l'option de nous faire respecter, entre guillemets, c'est ce qui est dit plus ou moins, faire respecter nos principes, etc. Mais je constate effectivement que notre diplomatie a eu pas mal de bruit avec certains de ses partenaires, notamment les Nations Unies,
ça a été rappelé. Avec la France également, ça a été rappelé. On a eu quelques soucis avec le Ghana, qui est vite rentré dans l'ordre. On n'a pas réussi à faire en sorte que la Côte d'Ivoire, dont la frontière avec nous est fermée, à relever ces frontières-là. Ce sont des éléments pratiques que nous vivons au quotidien. Mais à côté de cela, on a réussi à renforcer donc la coopération avec la Russie. On ne voit pas exactement ce qu'on a pu avoir, mais en tout cas, on sent dessiner l'axe Ouagadougou-Moscou via notamment le Mali. Et beaucoup estiment qu'à partir du moment où nous vivons pratiquement les mêmes réalités avec le Mali, il était bien qu'on puisse renforcer cet axe à Bamako-Ouagadougou. C'est fait. Le président Ibrahim Traoré a même effectué un déplacement là-bas pour échanger avec son homologue, le président Goïta. Qu'est-ce que cela a donné concrètement? On attend de voir. C'est vrai que 3 mois, c'est assez tôt, mais les signaux qui ont été donnés montrent en tout cas une volonté manifeste de changer radicalement de posture. Est-ce que cela va profiter au Burkina? On attend de voir. Les jours et les semaines à venir nous diront. Mais je retiens aussi que nous avons su travailler à éviter les couacs, notamment avec la CEDEAO. On a su donner des garanties et aujourd'hui, j'ai l'impression que la CEDEAO, entre guillemets, nous a lâché les baskets. En tout cas, on les sent moins présents. Même s'ils sont là, cela se fait de façon discrète. Et je pense que la transition également a pu donner des gages de crédibilité. Il a pu en tout cas montrer aux yeux de certains que bon, ça va relativement par rapport à ce qu'on avait vu de par le passé. Cela est à mettre à l'actif du président Ibrahim Traoré et on espère véritablement que dans les semaines et mois à venir, on verra des résultats concrets. Parce que jusque-là, des actions sont certes posées, mais on a du mal encore à voir le bout du tunnel. Et je retiens également que de façon globale, nous avons plus ou moins eu le défaut de nous mettre plus ou moins à dos plusieurs pays qui sont sur l'axe de l'OTAN. Comme je l'avais dit, avec la Côte d'Ivoire, les relations ne sont pas aussi totalement au beau fixe. On sait que le Niger a pris clairement option pour la France et donc le Bénin et le Togo sont plus ou moins aussi dans cet axe-là et le président ghanéen également est plus ou moins dans l'axe de l'OTAN. On a vu ce qu'il a dit aux États-Unis, etc. Donc quand on prend les voisins du Burkina, il n'y a que le Mali, en tout cas qui est notre partenaire privilégié avec lequel nous échangeons beaucoup ces derniers temps. Et il est bien, en tout cas, que notre diplomatie travaille. Pas que nous avons des couacs particuliers, mais les relations ne semblent pas être, en tout cas, au beau fixe avec ces différents éléments qui sont plus ou moins dans le précaré français, dont nous essayons, en tout cas, de nous extirper d'une manière ou d'une autre. Mais espérons, comme je l'ai dit, que dans les semaines et mois à venir, nous verrons concrètement vers où Ouagadougou a décidé de faire battre son cœur. Est-ce que c'est l'axe OTAN ou est-ce que c'est l'axe Russie-Chine? On verra clairement dans les semaines à venir de quoi tout cela retourne. À condition, bien entendu, que son cœur ne batte pas à gauche et à droite et qu'il ait un cap clair. On peut donc retenir les bons points de la diplomatie ces 3 derniers mois en attendant d'avoir une meilleure lisibilité dans tout ce qui peut se mener. Nous allons parler économie et nous commençons avec vous, Geoffroy Vaha. L'économie au pays des zones intègres, de l'ordre intègre, comme même dit un de mes éminents confrères, va mal. Oui, c'est clair que bon, c'est l'impact clair et voilà, peu intéressant de la guerre et de la crise. Le pays où il y a l'instabilité, c'est difficile d'avoir une économie stable parce qu'elle en fait forcément partie et puis c'est la première impactée par tout ça. Et quand on regarde, on ne va pas dire que la détérioration a commencé sous le président Ibrahim Traoré. Non, ça n'a rien à voir. Ça a commencé bien avant, même sous Roch Kaboré. Dès que les attentats ont commencé, ils ont commencé à se répéter. Le milieu du tourisme a commencé à être touché, l'hôtellerie, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, même l'événementiel, c'est-à-dire là où on essaie de mobiliser comme on peut et tout.
il y a beaucoup de dates qui ont tout simplement été annulées. Donc ça, c'est déjà la face visible de l'iceberg. Et quand vous regardez aussi, on est dans un niveau général des prix qui a augmenté. Donc on parle d'inflation avec les prix du carburant qui ont augmenté petit à petit. Les Burkinabés l'ont vu, alors que les salaires n'ont vraiment pas bougé. Les salaires n'ont pas bougé, donc ça devient très difficile. Et même aussi pour les opérateurs économiques. Nous avons un tissu économique pour qui le nerf, c'est l'État. C'est-à-dire la grosse des commandes, c'est l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui fait vraiment bouger les choses par les besoins qu'il exprime auprès des particuliers, les besoins qu'il exprime auprès des entrepreneurs. Mais il y a un État qui est pris à la gauche, qui n'a pas assez d'argent, qui a décidé, pour le peu qu'il y a, d'aller faire la guerre. Donc, quand vous voyez, depuis Damiba, il y a, même sur la question de la commande, il avait demandé d'arrêter un certain nombre d'éléments. Donc, du coup, ça impacte directement. Et ça ne reprend pas forcément. Parce qu'on est toujours en crise, parce qu'on a des parties du territoire qu'on ne maîtrise plus. Quand on prend le secteur des mines, on a vu le nombre de mines qui ont fermé. Et je ne pense pas que depuis on ait parlé de réouverture ou quoi que ce soit. Donc ça devient vraiment difficile. Et pour celles qui continuent de travailler, c'est vraiment dans des conditions qui ne sont vraiment pas simples. Donc du coup, on ne sait pas par quel bout tenir la chose. Parce qu'on est dans un genre de serpent qui se mord la queue là-dessus. Vous devriez créer de la richesse pour qu'une bonne partie soit consacrée à la volonté de faire revenir la stabilité, mais en même temps, vous êtes dans l'incapacité de faire de l'investissement parce que vous avez fait le choix de la sécurité. Les deux choses doivent aller ensemble. Il y a un minimum qu'il faut faire aussi en matière d'investissement, mais on attend de bien lire dans les choix qui sont en train d'être faits. Mais pour l'instant, pour ces 100 jours-là, à part peut-être lorsqu'on a entendu le discours du Premier ministre qui a dit qu'il faut revoir nos habitudes de consommation, parce qu'à un moment donné aussi, quand vous n'êtes plus si fort, il faut accepter de produire ce que vous allez consommer, puis consommer ce que vous produisez. C'est bien cela, parce que le peu que vous avez, si vous deviez avoir des devises pour faire de l'importation, ça va être encore difficile. Donc c'est un peu cette réalité-là. Il n'y a pas aujourd'hui des secteurs d'activité où vous verrez des gens qui sourient. Tout le monde dira que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que l'État, qui est le premier à passer la commande, celui qui occupe le plus gros du besoin et qui fait bouger la machine, l'État est enrhumé aujourd'hui. Oui. La locomotive économique est enrhumée, Bernard Bougman, ce qui fait d'ailleurs que dans certains secteurs événementiels, l'économie, les difficultés économiques impactent les petits commerçants et les petites activités connexes qui apportent aussi un flux d'argent dans certains événements. Oui, tout à fait. Et puis, il y a l'inflation qui est... Oui, la plus forte dans le pays de l'UEMOA, nous tout à fait. Donc, exactement, on a la plus grosse inflation. Ça, ce n'est pas fait pour faciliter les choses. Et donc, comme je ne vais pas répéter ce que le juge a dit, puisque celui qui commande les marchés, c'est beaucoup plus l'État. Donc, on a travaillé en sorte que l'État soit le plus gros pourvoyeur d'emplois, le plus gros pourvoyeur de marchés. Conséquence, les entreprises sont adossées effectivement à l'État. Naturellement, ça joue sur les petites activités, le secteur informel et tout. Donc, on a fait le choix de prioriser les questions sécuritaires. Donc, même le budget au niveau des ministères, ça a été rogné pour aller renforcer les ministères de la Défense et de la Sécurité, qui d'ailleurs par moment n'arrivent même pas à écouler l'argent qui a été mis à leur disposition. Compte tenu de ce que certains disent, des spécialistes disent, on est beaucoup plus procédurier. Donc dans les questions de procédure, il y a des délais qui partent, donc on finit l'année sans. Donc, ou bien c'est en fin d'année qu'on court réellement pour pouvoir rattraper effectivement les choses. Conséquence, il y a beaucoup d'argent non dépensé qui reste encore dans les caisses de l'État. Donc effectivement, alors qu'il faut travailler à ce qu'il y ait un équilibre. À défaut d'équilibrer la balance, que la tendance soit beaucoup plus tendre vers l'équilibre. Sinon, ça va être à un moment donné également difficilement tenable pour le citoyen. S'il doit casquer fort pour le carburant, pour son pain quotidien, pour ses soins,
pour l'éducation des enfants. Ah, mais à un moment donné, ça va être très compliqué. Alors, donc, mais comme l'État, on a un État qui s'est accaparé de tout l'appareil, j'ai dit, c'est beaucoup plus là la difficulté majeure que nous avons. Voilà. Mais la réalité, on ne peut pas être dans un pays qui est en crise, où plusieurs localités sont occupées, où il y a un besoin humanitaire pressant, et puis pour que l'économie puisse tenir, puisse bouger. C'est vrai qu'il y a l'économie de la guerre, qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule compte tenu du marché noir, parce que c'est un business qui est florissant à tous les niveaux. Dans plusieurs maillons, il y a un business parallèle, il y a une économie parallèle qui brasse beaucoup d'argent. Mais bon, c'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur ni de couleur propre ou sale, mais bref, ça dit que ça profite à des gens qui sont dans une machine et qui ont trouvé le moyen de s'enrichir sur cette affaire-là. Mais la grande masse, elle doit effectivement serrer naturellement la ceinture. Voyez-vous que l'État a été également obligé d'activer, comme on appelle ça, certaines taxes qu'on payait à la date du 30 mars en général, les TVM, là, les taxes sur les véhicules à moteur. Oui. Quand l'année nouvelle commence, on ne la réclame que en tout cas pour les années antérieures. Voilà. Mais cette année, c'est allé vite. Ensuite, il y a les taxes sur les, comment on appelle ça, les bâtis et non bâtis, les taxes sur le foncier là, que le ministre de l'économie effectivement a activé. Et aujourd'hui, l'État encourage à travers des communications que les uns et les autres aillent accepter payer la fameuse taxe de résidence, ce qui ne l'était pas dans les années antérieures. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'argent qui est là. Donc il y a des partenaires également qui soutiennent, mais qui regardent aussi les conditions dans lesquelles nous sommes. 2 coups d'État en une année, 3 présidents en un an, pour que quelqu'un accepte vous donner également suffisamment d'argent dans ces conditions d'instabilité, ça va être très difficile, il faut être réaliste. Surtout que quand il y a eu le 2e coup d'État, l'appui budgétaire qui venait au niveau de l'Union européenne avait été suspendu. Je ne sais pas si ça a été réactivé, je ne sais pas, mais c'était un appui budgétaire conséquent qui avait été effectivement suspendu. Conséquence, on a un problème d'argent, on a une vie chère qui est en train de monter et qu'il faut pouvoir trouver rapidement solution. Donc, sur le plan économique, l'impact, en tout cas, il est énorme. Et même dans des activités parallèles, il y a beaucoup qui tournent au ralenti et l'impact, effectivement, il est énorme. Ça, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. C'est vrai que, justement, on a cette grippe au niveau de la commande publique, mais le secteur privé joue un rôle important aussi dans le développement de l'économie, et ce secteur privé est lui aussi impacté par la crise sécuritaire. Oui, le secteur privé est impacté par la crise sécuritaire, et cela c'est récent, mais il faut dire aussi que depuis pratiquement 2008, notre économie vit des moments difficiles, avec la crise internationale ajoutée aux émeutes de la faim, vous vous souvenez, depuis pratiquement donc cette date-là, nous sommes dans des difficultés. Et à peine on commençait à sortir la tête de l'eau qu'il y a eu donc les événements de 2011 qui ont vu donc le saccage de plusieurs boutiques, de plusieurs entreprises, de plusieurs en tout cas structures, notamment du secteur privé, aussi bien à Bobo-Dioulasso qu'à Ouagadougou. Et surtout, on a vu donc plusieurs entreprises fermées du côté de Bobo-Dioulasso parce que nous n'avions pas réussi à faire donc de cette capitale économique là, en tout cas le fleuron de notre économie. Et on est resté dans ces difficultés jusqu'à 2014 avec l'ensemble des instabilités que nous avons connues. Et puis on est monté en 2015 et paf, l'insécurité s'est installée. Donc depuis pratiquement une dizaine d'années, notre économie donc est chancelante. Et aujourd'hui, comme une bonne partie du territoire national est difficile d'accès, les commerçants ne peuvent pas rejoindre un certain nombre de zones. Et on sait que l'élevage occupait principalement une place importante dans notre économie nationale. Or, aujourd'hui, les zones à fort potentiel d'élevage sont touchées, notamment le Sahel, le Nord, l'Est, sont touchés donc par l'insécurité, ce qui fait que c'est difficile pour les acteurs du secteur de l'élevage et même de l'agriculture
de pouvoir vraiment mener à bien leurs activités. Il y a aussi le fait que justement les impôts n'arrivent pas à collecter suffisamment l'argent dans ces zones-là parce que c'est difficile d'accès. Et Covid aidant, les économies étaient pratiquement à terre, donc vraiment sur le plan économique nous sommes asphyxiés et cela se sent non seulement par l'inflation mais aussi par le fait que dans le secteur privé il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, il y a beaucoup de compression, il y a en tout cas des difficultés à faire face aux dépenses au quotidien dans pas mal d'entreprises, des arriérés, etc. etc. Donc les Burkinabés de façon globale sentent cela, en tout cas au quotidien, comme on le dit, dans le sac de la ménagère. Et on n'a pas besoin d'être en tout cas un devin ou en tout cas un spécialiste en économie pour comprendre aussi que aujourd'hui, la transition est beaucoup plus focus sur les questions sécuritaires et malheureusement, il n'y a pas véritablement de liquidité ou en tout cas des mesures, des réformes pour relancer l'économie ou pour permettre en tout cas aux acteurs du secteur privé de se relancer par rapport donc à tout cela. Ils semblent être laissés à eux-mêmes. C'est vrai que ça et là, on entend par moments des efforts qui sont faits, mais globalement, en tout cas, l'économie burkinabé est exténuée en ce moment. L'économie est exténuée. Georges Geoffroy Vara, avant de vous redonner la parole, je signale juste que le budget de l'État exercice 2023 a été adopté récemment par l'Assemblée législative de transition. Il s'élève à 2631,3 milliards de francs CFA en recettes, à 3235 je vais arriver, 9 milliards de francs CFA en dépenses, et donc il y a un gap à chercher de 604,7 milliards de francs CFA. Oui. 604, mais on a dit que le gap, c'est pas ça qui doit effrayer, parce que dans les proportions, quand on voit par rapport au budget passé, on n'a pas explosé, on n'a pas explosé, on va dire ça, ce gap-là. Donc, dit que c'est encore tenable, mais c'est la partie qui est concernée par l'investissement. Surtout en la matière, il faut voir ce que nous-mêmes nous concentrons, donc l'investissement propre. Je pense qu'il doit être à 600 milliards en gros. On est, j'ai dit, dans un cas de figure où c'est un genre de serpent qui se mord la queue. Je m'explique. Quand on nous dit en octobre, et c'est l'INSD même qui nous dit, l'Institut national des statistiques, qui nous dit, de la démographie, qui dit qu'on a eu 13,5% de taux d'inflation le mois d'octobre. C'est le plus haut l'espace UMOA. Pour ceux qui nous écoutent, il faut dire que la norme c'est 3%. C'est 3%. Je pense qu'il y a le Bénin qui est un peu en dessous. Nous on est à 13,5%. La dernière fois que le Burkina Faso a eu un taux d'inflation à 2 chiffres, il fallait chercher jusqu'en 2008. Je pense 10 ou 11%. Donc il faut comprendre la pression qu'il y a sur les populations aujourd'hui. Comment est-ce que les prix ont augmenté et ont flambé dans des proportions qui sont très rares. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui doivent consentir, parlant des entreprises et tout, et même des individus, à payer les impôts, à payer un certain nombre de taxes pour que l'État puisse continuer aussi de pouvoir redistribuer avec les investissements qu'il veut faire dans la guerre ou dans autre chose. Donc c'est un peu un Burkina qui est pris un peu à la gorge. Ouais. J'ai dit encore, les salaires depuis n'ont pas augmenté. Vous comprenez un peu pourquoi est-ce que dans le monde syndical, on réussit à dire non, voilà, il faut comprendre que depuis un certain nombre de temps, il y a ceci, il y a ceci. Donc il y a une forte pression. Vous dites que les salaires n'ont pas augmenté, mais il faut également préciser que dans certains secteurs et dans certains milieux, dans certaines entreprises, les salaires ne sont pas... ne sont pas servis. Ils sont plus servis, ils sont plus réguliers. Ils sont plus réguliers. Les entreprises privées sont dans des restructurations avec des chômages techniques et beaucoup d'autres éléments comme ça. C'est la réalité du Burkina aujourd'hui. Alors que si vous n'arrivez pas à injecter un minimum pour que votre économie soit résiliente, c'est-à-dire que vous êtes en train de petit à petit vous enfermer dans un cercle non vertueux, donc vicieux. Ça veut dire que ça va vous revenir à la figure. Donc il faut faire la guerre, mais il faut penser aussi résilience économique. Il faut penser à ces entreprises-là, il faut penser à ce tissu économique-là, pour lequel il faut faire de l'injection pour donner un bol d'air. Sinon, après,
Et vous savez, en matière de ça ne ment pas. Ce qui est ressenti par un tissu professionnel comme étant trop de pression sur le plan fiscal, ça commence à encourager plutôt l'incivisme fiscal. Donc ce que vous-même vous devriez percevoir de par les paiements logiques et transparents de ceux qui vous doivent, vous verrez que certains trouveront le moyen de pouvoir plutôt contourner. Donc ça devient contre-productif. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un effort à faire sur ce sens. Il faut faire la guerre, c'est vrai, mais il faut penser à une économie qui peut accompagner et qui doit accompagner. Sinon, on s'asphyxie soi-même. Et c'est l'État qui doit justement accompagner ces sociétés-là, puisque l'État doit à beaucoup de sociétés également, et qui doivent donc apurer ces dettes-là. Donc, on va terminer notre tour de table avec la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est le cas de le dire, aujourd'hui, le Burkina a mal à sa cohésion sociale, Bernard Bougma. Oui, je dirais en langage militaire affirmatif. Effectivement, le Burkina a mal à sa cohésion sociale, c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes dans une telle situation. Et donc cette cohésion sociale se joue sur plusieurs tableaux. Il y a le tableau religieux, il y a le tableau ethnique, il y a également l'inégalité, donc l'inégale répartition des fruits de la croissance, l'inégale répartition des infrastructures dans le domaine sur le plan social, que ce soit routier, que ce soit la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Donc il y a une inégale répartition effectivement, et donc ça crée de la frustration. Parce que quand il fut un temps où vous affectez un Burkinabé dans les confins du Bafougi, je parle de la zone de Gawa, où vous l'envoyez à Nyanya profond. Voilà, Nyanya profond, vous l'envoyez à l'extrême nord ou dans les tréfonds du Sahel, on dit que c'est une affectation sanction. Donc comme si vous n'êtes pas allé servir des Burkinabés. Donc, alors qu'il y a des pays, compte tenu du fait de la difficile accession de la zone, ou bien de la rudesse du climat, si vous êtes affecté là-bas, il y a même une bonification. Si vous partez dans des pays où le climat est extrême, en termes de chaleur ou de froid intense, si vous êtes affecté là-bas, il y a des bonifications. Il y en a qui bâtissent leur vie et leur carrière, ils disent, bon, moi je vais aller là. Le climat est rude, mais voilà ce que je vais gagner parce que c'est rude. Mais puisqu'il faut encourager des gens à aller servir. Mais nous, on décourage même ceux qui veulent aller même là-bas. Il y en a qui veulent même aller découvrir, mais ces personnes-là sont découragées. Ah, toi tu as été affecté, ou toi tu as eu la chance, moi on m'a jeté de l'autre côté. On m'a jeté. Donc ceux qui sont là-bas, quand ils entendent ça, ils ne se considèrent plus égaux aux autres citoyens. Donc ça a créé une grosse frustration depuis des lustres. Donc maintenant, le terrorisme est venu surfer sur cette vague, avec des preuves tangibles, mais naturellement le discours est passé aussi facilement. Ajouter maintenant à la question religieuse, ça n'a pas facilité les choses. Donc ça a réveillé les écueils de certains langages qui avaient été tenus à la période de la rectification. Il y en a qui n'ont pas voulu, qui disent que sur le plan culturel, nous sommes plus à l'aise avec telle localité, sur le plan de la pratique religieuse, nous sommes plus à l'aise avec telle localité, nous sommes. Donc, ça a réveillé cela. Donc, il y a eu un repli identitaire à un moment donné, et aujourd'hui, on est dans le repli identitaire, que ce soit un repli identitaire sur le fondement de religion, fondement socio-culturel, sur le fondement ethnique, et j'en oublie, régionaliste, on est effectivement dans ça. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on travaille maintenant à corriger ce discours-là. Il faut qu'on commence à ce qu'il y ait un déclic qui soit créé dans la tête du Burkinabé. Pour que ce qui est arrivé au Rwanda, aujourd'hui, il n'y a plus de Tutsis, ils sont tous Rwandais. Avant, la démarcation était nette, la démarcation physique était nette. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Ils ont grandi de cette crise. Et je suis sûr qu'à la fin de cette crise, nous allons sortir renforcés, grandis, avec le sentiment d'appartenance à une même nation suffisamment fort. Parce qu'on commence à réfléchir à nation, plutôt qu'à identité. Vous le sentez qu'on commence à réfléchir à nation? Dans le discours, il y en a qui ont commencé comment on appelle ça, à chanter. Mais ça va être très difficile parce que ça a pris des luttes pour s'installer. Ça a pris des années pour s'installer. Il y a eu beaucoup d'injustices qui ont été effectivement commises. Mais
ces choses-là ont pris du temps pour s'installer. Vous pensez qu'un fonctionnaire qu'on a envoyé de l'autre côté, puis on dit comme tu ne veux pas collaborer, on t'envoie en affectation sanction, vous pensez qu'il peut guérir du jour au lendemain? Il va même inculquer ça à ses enfants, à ses administrés, et si c'est un enseignant, à ses élèves. Il va dire, vous voyez, pourquoi m'envoyer ici? Votre zone n'est pas vivante, moi on m'envoie ici pour sanctionner, c'est même pour vous nous dispenser un savoir. Il frustre ses élèves qui vont l'inculquer, ils disent, vous savez pourquoi les gens ne viennent pas ici, nous là, apparemment nous sommes des sous-hommes. Donc, attendez, pour démanteler ça, ça demande du travail. Donc ça demande maintenant que le politique, celui qui gère le pouvoir d'État, intègre ces éléments de langage dans le discours pour que nous puissions réfléchir, regarder dans la même direction et se dire qu'à un moment donné, il nous faut faire, comme on appelle ça, l'économie de certaines choses pour avancer. Mais ça demande de la justice, ça demande de la sincérité, ça demande de l'honnêteté. Et ça ne viendra pas en un clic de doigts. Ça va demander un travail de fond. Sinon, ça va être très difficile, effectivement, de nous en sortir. Pour terminer, regardez, MPSR 1. Et puis, comme aucun président burkinabé n'a terminé très bien son mandat, ils ont tous été chassés, soit par coup d'État, soit par la rue. Quand tu pars, tes partisans aussi viennent travailler à ce que l'autre tombe. Même s'il ne va pas bénéficier de ta chute, il faut quand même qu'il tombe pour qu'il se venge. Donc on est dans cette perpétuelle vengeance au sommet de l'État, entre les partis politiques, entre les hommes politiques. MPSR 1 est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Dans le 2 également, des gens qui soutenaient bec et ongle 1 sont devenus le pourfendeur véritable du MPSR 2. Ce sont les caïmans des mêmes marigots qui sont en train maintenant de se blesser, de se battre, et puis les autres observent en spectateur. Parce que les autres, ils étaient encore ensemble il y a quelques mois. Mais dès lors que la tête a changé, à l'intérieur des mêmes qui soutenaient le même mouvement, on ne comprend plus rien. Donc, ça joue également sur la cohésion sociale et ça demande un travail de fond. Il faut un travail de fond et l'exemple doit venir d'en haut, mais en même temps, il y a les groupes armés terroristes qui surfent sur cette situation pour attiser la haine entre les communautés. C'est ce qu'on peut observer également avec certains exemples, Yergou, Tanwaboulgou, et nous là récemment, Inoussa Ouedraogo. Oui, c'est vrai qu'on constate quand même que depuis quelques années, notre pays a mal à son vivre ensemble. Des personnes se sont tuées pendant longtemps et à un moment donné, on a estimé que il fallait donner de la voix pour se faire entendre. Il y a 3 bombes, à mon avis, qui guettent le vivre ensemble dans notre pays. La bombe ethnique et communautaire, la bombe religieuse et puis la bombe foncière. Nous devons travailler à désamorcer ces 3 bombes-là parce que l'une ou l'autre des bombes, lorsqu'elle va exploser, va non seulement attiser, va amener les autres aussi à s'exploser, mais va mettre très mal notre vivre ensemble et personne ne peut dire comment tout cela va se gérer. Et c'est pourquoi dans nos discours au quotidien, que nous soyons journalistes, que nous soyons hommes politiques, que nous soyons acteurs de la société civile ou simples citoyens, nous devons travailler donc à polisser notre discours, à éviter en tout cas tout ce qui peut contribuer à installer l'amalgame et surtout aussi chaque acteur doit travailler à faire en sorte qu'il y ait l'inclusion dans tout ce que nous faisons. Nous devons travailler à la paix et la paix ce n'est pas qu'un seul simple mot, c'est aussi des comportements, c'est des agissements au quotidien et là effectivement quand on écoute certaines personnes issues de certaines communautés, ils disent clairement nous avons été longtemps abandonnés, il n'y a pratiquement pas d'investissement dans nos zones, juge Bougma le rappelait tout à l'heure, on a eu le sentiment que le Burkina se limitait à Ouagadougou. Or, depuis la reconstitution de la Haute-Volta, on a vu que tous les peuples qui composent le Burkina, en tout cas, se sont mis ensemble pour que nous puissions vivre ensemble. Donc les gens ont renoncé plus ou moins à un certain nombre de choses pour que nous créions donc ce vivre ensemble-là. Il n'y a pas de raison qu'on ait le sentiment que d'autres sont privilégiés par rapport à d'autres. Mais ça, c'est de la dimension aussi des politiques. Si nous avons des politiques qui réussissent à rééquilibrer le développement entre les différentes localités du pays, qu'il y ait un minimum d'investissement dans différentes localités, qu'on ne soit pas toujours obligé de quitter
l'extrême nord ou l'extrême sud, l'est ou l'ouest du pays pour venir avoir des soins dans la capitale. Qu'on ne soit pas obligé de venir à Ouagadougou pour avoir accès à un certain nombre de loisirs. Évidemment, la capitale ne peut jamais être la même chose que les campagnes, mais nous devons travailler à ce qu'il y ait un équilibre, non seulement dans le développement, mais dans le partage équitable des ressources de ce pays. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit et c'est de là aussi que viennent les frustrations. Et en ce moment, je pense que les légitimités sociales que nous avons, que ce soit les coutumiers, que ce soit les religieux, les leaders d'opinion, doivent donner de la voix pour qu'effectivement, on ne soit pas là toujours à stigmatiser une communauté, à stigmatiser une religion, à stigmatiser une région ou à stigmatiser les fils de telle ou telle localité parce qu'on pense que l'ennemi c'est eux. Au Rwanda, ça s'est passé comme ça. On a, au lieu de trouver des solutions aux mots qui nous minent, nous avons plutôt cherché des boucs émissaires. Nous pensons que si ça nous arrive, c'est parce que c'est telle communauté, c'est parce que c'est telle religion, c'est parce que c'est telle région. Et on est resté dans ça jusqu'à ce qu'effectivement l'ennemi prenne le dessus. Nous avons passé le temps à nous battre entre nous et puis pendant ce temps, l'ennemi continuait d'avancer. Donc à un moment donné, nous devons pouvoir nous arrêter. D'où nous venons, pourquoi tout cela est arrivé, comment on trouve des solutions pour en sortir. Et puis après, effectivement, on verra pourquoi tout cela. Mais tant qu'on restera là à trouver des boucs émissaires, évidemment, on va tourner en rond et des personnes se sentiront stigmatisées. Il y aura le repli identitaire parce que c'est tout à fait humain. Voilà, dans le choc des civilisations, il y a un Américain qui a écrit un livre qui s'appelle Le choc des civilisations, Daniel Huntington, qui explique justement qu'à un moment donné, quand tu es acculé d'une certaine manière, évidemment tu es obligé de te replier soit sur ta communauté religieuse ou ethnique pour en définitive pouvoir mener donc le combat. Il ne faut pas à un moment donné que des Burkinabés se sentent obligés de se replier sur leur communauté parce qu'ils sentent une sorte de rejet dans la façon donc de gérer la République. Nous sommes tous des Burkinabés, nous devons réfléchir Burkinabé, nous devons penser Burkinabé, nous devons penser que c'est ensemble que nous avons une communauté de destin et que aucun Burkinabé n'a un avenir dans un Burkina qu'il n'a pas. Aucun Burkinabé n'a de l'avenir dans un Burkina qu'il n'a pas. On doit travailler tous ensemble. Vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre avant-propos, cette affaire de Nagrin, qui est aussi un cas patent de non-vivre ensemble. Il va falloir reconstruire donc ce tissu pour que chacun puisse vivre avec les autres, afin que le Burkina retombe sur ses pieds et retrouve ses marques. Et Geoffroy va... Oui, dans la question de vivre ensemble, ce qui est dangereux, c'est plutôt les idées préconçues et les perceptions partagées non fondées. Où on pense qu'il y a un visage du terrorisme. Et ça devient le délit de faciès. Avant, les problèmes qu'on avait pour des bœufs qui sont passés sur un sol, qui ont saccagé un champ et on s'est tapé dessus. Maintenant, on est là, mais on soupçonne l'autre d'être celui qui est à la base de ceci ou cela. Et ça devient un peu dangereux. Il y a ça. Il y a même aussi dans nos cités aujourd'hui ceux qui ont le discours de la haine, de la terreur, qui sont un genre de terroristes, je pèse mes mots, parmi nous, camouflés, et qui disent des choses qu'on laisse passer, et qui menacent les autres pour leurs idées. Ça aussi, pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux, ça ne peut pas rester comme ça. Quand on a une claire vision des choses, on ne tolère pas ça. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on ne puisse pas agir là-dessus parce que X ou Y a des gens qui sont autour de lui qui le défendent. Ce n'est pas possible. La vision claire, elle s'exprime. Parce que la vision sans action, c'est une hallucination. Il faut qu'on agisse vraiment sur ce chapitre-là. Il ne faut pas permettre à n'importe qui de faire ce qu'il veut et de menacer quelqu'un d'autre, le menacer de mort et qu'il n'ait rien. Ça, pour moi, c'est pas de bon message qu'on envoie. Et ça tient pour tout le monde. Et pour quelque sujet que ce soit, ou pour quelque raison que ce soit. On ne peut pas menacer l'autre. Et tant qu'on tolère ça, on aura beaucoup d'autres dérives. Et lorsque adviennent des éléments comme Nouna et comme avant Yirgou, il faut que la justice aussi se saisisse, qu'on ait le clair mot et que ceux qui sont sentis coupables d'un certain nombre d'éléments puissent répondre. Et la communauté se retrouve
elle aussi, un peu rassurée. Parce que si celui qui vous a fait du tort est là et parade, venez lui parler de réconciliation, il acceptera du bout des lèvres. Parce que son boulot est en train de passer, vous pensez qu'il est fou pour refuser. Il a plutôt l'impression que vous êtes plutôt le défenseur de celui qui a fait couler son sang ou couler le sang de son proche. Donc il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais c'est jamais aussi un travail un travail court. C'est une lutte perpétuelle qui demande une claire vision des autorités dans la façon de le mener, et puis aussi dans nos cœurs un travail à faire pour ce qui est du Burkinabé lui-même de façon générale. Un travail à faire et nous devons tous nous y atteler pour y arriver. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité avec les regards des juges sur les aspects liés à la diplomatie, à l'économie et à la cohésion sociale au Burkina, 100 jours après le putsch du 30 septembre 2022. Merci juge Bernard Bougman. Merci. Merci juge Inoussa Ouedraogo et merci juge Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, et pour votre attention et pour votre fidélité. Surtout, prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, mêmes antennes, pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.